dans les années 70, quand je suis partie, il était évident que dès que j'arrivais dans un pays musulman, j'allais être violée puis vendue dans un baril de pétrole à Abu Dhabi. Si j'allais en Afrique, on allait me manger. Si j'allais en Amérique du Sud, on allait me flanquer de la cocaïne dans mes bagages. Enfin, je veux dire, l'autre, dès qu'il est différent, il est porteur de toutes les peurs. J'y suis allée, c'était magique. En mai 68, j'étais publicitaire. Je commençais ma carrière à l'agence Havas qui se trouvait rue de Richelieu. Je louais un appartement qui était pas très loin de la Tour d'Argent, vous voyez. En 68, ils se sont tous mis en grève. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus rien. Il fallait que j'aille à pied. Et j'avais un très bel amoureux. Et quand je rentrais le soir, ça mettait des plombes pour traverser le boulevard Sébastopol avec tous les gars qui défilaient. C'est la lutte finale. Je peux passer, s'il vous plaît? Ouais. Alors, je levais le poing, je disais, c'est la lutte finale. Et puis, je rentrais retrouver mon amoureux. Et puis, je me suis dit que la CGT ne m'aurait pas deux fois. Alors, je suis allée m'acheter quelque chose pour ne plus dépendre du métro et du bus, c'est-à-dire, j'avais aucun permis de rien. Donc, une mobilette, mais en fait, elle avait l'air d'une moto. C'était un petit 50 Honda. Il fallait pédaler pour la démarrer, mais après, elle était très très bien. Elle roulait au moins à 60. Comme chaque fois que je me lançais sur une moto, dans les 40 premières secondes, mais t'es bête, ma pauvre fille, mais t'as fait la bêtise de ta vie, mais tu vas mourir. Et puis la 41e seconde, ouah, c'est le paradis, je bouge. Mon très bel amoureux s'est évaporé, alors au mois de septembre, je prenais toujours mes vacances en septembre parce qu'il y avait moins de monde partout, parce que les hôtels avaient fait leurs affaires et donc ils finissaient les stocks et c'était génial, parce que c'est une merveilleuse saison. Et donc j'étais partie voir la Méditerranée, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue. Donc je suis montée sur ma moto 50 cm3, 60 à l'heure, je suis descendue jusqu'à Bandol. Je suis remontée par l'Alsace, c'était le rêve, c'était magnifique. Du coup, je me suis dit que j'allais m'acheter une moto. J'ai passé le permis, je l'ai eu. J'ai acheté une petite 125, une Bultaco d'ailleurs, qui était essentiellement des motos de tout-terrain, de trial, de choses comme ça, mais ils avaient deux modèles de route. Donc j'ai eu 3 Bultaco et puis je réussissais de mieux en mieux dans la publicité, donc je me suis acheté ensuite une 250 Suzuki verte qui était absolument parfaite. Et puis voilà, j'avais toujours pas le permis voiture. Le permis voiture, j'ai dû le passer à plus de 40 ans, c'est vous dire. Je suis très 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 heureuse pendant le mois de septembre quand je me promène sur ma moto. Et je suis simplement heureuse les 11 autres mois quand je vends de la lessive, des petits pots pour les bébés, des chaussures, des récurrents à chiottes, etc. Enfin franchement. Et quand je vais mourir, j'aurai eu 11 mois, 11 parties de ma vie qui auront été convenables et seulement la 12e qui est géniale. J'ai la chance d'être dans un pays où on mange 3 fois par jour, où la porte est ouverte pour les femmes, parce que il y a une sacrée différence, vous savez, entre avant mai 68 et après mai 68. Et puis j'ai toujours voulu écrire, donc on y va quoi. Il fallait que mon bonheur devienne aussi rentable.
Donc voyager, écrire des livres de voyage, vendre des articles, prendre des photos, etc., etc. C'était au fond la grande époque des écrivains voyageurs, vous savez. Famille protestante, maman alsacienne. Je pense que ça a dû faire des remous. Dans le tout premier livre, par exemple, vous voyez, c'était un rallye et on est parti à 105 motos et pour Ispahan, de Paris à Ispahan. Et j'étais la seule femme à conduire. Puis il y en a 11 qui ont dit on va en Afghanistan, donc j'y suis allée, 5 au Pakistan, machin, etc. Donc je fais mon premier livre qui est publié, qui s'appelait Une demoiselle sur une moto. Et j'ai fait le chapitre érotique le plus court de l'histoire de la littérature. En principe, je suis vraiment pas disponible quand je roule, mais là, il était quand même superbe. Et en plus, c'était un des types du rallye, jamais local. Hein. C'est pas du racisme, mais c'est que ça serait de la curiosité. Ça peut pas être une histoire d'amour. Et si c'est de la curiosité, je trouve ça dégueulasse. Pour tout dire, c'est prendre l'autre pour un outil. Donc, c'était un des très beaux garçons du voyage. Et donc, le chapitre érotique, c'est le beau gosse est sorti de la douche et alors, loupé. Chapitre suivant. Eh bien, papa a été convoqué par son directeur qui lui a dit que j'avais fait un livre pornographique, ma chère. Vous voyez d'où on vient? Les hommes ont peur des femmes, il ne faut jamais oublier ça. On les terrorise, ma chère. Peut-être que maintenant les générations ont changé, mais vous imaginez les garçons qui ont été élevés au 19e siècle, comme moi je l'ai été, mai 68 arrive et brusquement les filles leur sautent dessus. Mais attendez, c'est traumatisant, ils s'en sont jamais remis. Moi je ne me suis jamais cognée à la misogynie, et puis si elle a existé, je ne l'ai pas vue passer de toute façon. Mais ça m'était complètement égal. Je veux dire, les gars qui disent c'est une bourgeoise, qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, et bien qu'ils restent chez eux, ils ne m'intéressent pas. On est 7 milliards d'humains sur Terre. Maintenant, à cette époque-là, on devait être 4 ou 5. Il y a de la ressource. Je n'ai pas besoin de m'arrêter aux imbéciles. Alors, dans ce premier rallye raid, j'ai conduit plus loin que les autres. Enfin, puisque les 5 derniers, on était au Pakistan. J'ai écrit mon livre, etc., etc. Et puis, vous savez, dès que vous faites quelque chose d'inhabituel, vous avez immédiatement des déchaînements. En plus, c'est vrai que vous avez raison, j'étais dans un milieu de gros mecs, même s'il y en avait qui n'étaient pas des gros mecs, mais quand même, ils tenaient le haut du pavé. Et il y en a plein qui n'ont pas supporté que je fasse ça, moi, petite nana, bourgeoise. En principe, avec une bonne éducation, tout ça, enfin, c'était... Et il y a eu les ragots de base, c'est-à-dire elle a voyagé dans un camion, s'est envoyé la terre entière et son frère, elle est lesbienne, enfin bon, tout ce qu'on peut dire sur une fille qui fait quelque chose. Et quand j'ai voulu remonter un voyage après avoir écrit mon livre, plus personne ne me faisait confiance. Donc il fallait que je fasse un truc énorme, une image, quelque chose qui soit un rêve. Donc un tour du monde, on y va. Ça réveille, ça sort les gens de l'indifférence. Nous, en Occident, on est très indifférents. Dès que vous passez à la Méditerranée, au Moyen-Orient, hors de nos pays finalement, qui sont satisfaits d'eux-mêmes, peut-être. Je ne sais pas si je ne dis pas une bêtise, parce qu'il n'y a pas d'insatisfaction dans ces autres pays. Comment est-ce que je pourrais dire? Peut-être que nous sommes tellement gâtés sans nous en rendre compte, que nous n'allons pas chercher l'émotion dans celui qui passe. Une fois en Amérique du Sud, en Équateur, j'étais en train de manger dans une quinta, un petit restaurant comme ça, et il y avait 3 petits cireurs de chaussures qui étaient venus s'installer à côté de moi, et puis on discutait. J'avais appris à parler espagnol sur la route, et puis ils me regardaient manger. Puis quand je suis arrivée au bout, ils m'ont dit tu sais, nous on ne mange pas. Je dis quoi? Non, on mangera peut-être ce soir si on a gagné de l'argent. Ça, c'était une sacrée gifle, vous savez. Une de mes amies d'un autre pays, dans sa famille, il y a eu un cancer. Ils les ont remboursés pendant 7 ans. Moi, je suis passée 2 fois par le cancer. Ça m'a coûté 110 €, je crois, parce que j'ai pris un téléphone dans ma chambre.
Ça donne à réfléchir. Nous avons des situations dures, effectivement en France, comme partout, mais nous avons une sacrée protection par rapport au reste du monde. La vie humaine ici, elle est très précieuse, on ne s'en rend pas compte non plus de ça. Peut-être que si je n'étais pas sortie, j'aurais continué à être dans cet égoïsme. Dans les années 70, quand je suis partie, il était évident que dès que j'arrivais dans un pays musulman, j'allais être violée puis vendue dans un baril de pétrole à Abu Dhabi. Si j'allais en Afrique, on allait me manger. Si j'allais en Amérique du Sud, on allait me flanquer de la cocaïne dans mes bagages. Enfin, je veux dire, l'autre, dès qu'il est différent, il est porteur de toutes les peurs. Voilà. J'y suis allée, c'était magique. Regardez cette violence qui est en train de déferler sur le monde, ces pays qui se referment sur eux, qui réinventent l'autre qui est responsable de tous les dangers, c'est terrifiant. J'avais pas fait de moto pendant une douzaine d'années parce que les assurances étaient devenues vraiment trop chères pour moi. Et bon, ben voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une ou deux rubriques régulières. J'écrivais mes livres et puis j'étais pigiste en même temps. Donc bah, c'est de l'argent qui tombe quand il veut bien. C'est très, très irrégulier comme métier. En même temps, c'est amusant comme tout. Là, un peu de fric. Donc du coup, je me suis dit que je n'avais plus vraiment le temps de faire des bêtises. 60 ans, ça me semblait inimaginable déjà d'y arriver. Après, je conduis comme un panier. J'ai fait des trucs effectivement où j'aurais pu me faire écraser par des camions. Parce qu'ils conduisent quand même comme des salauds. Hein. À partir du moment où on arrive en Yougoslavie, je ne vous dis pas, hein, 3 camions qui se doublent en haute côte sans visibilité, il faut le voir. Une moto, on peut sauter dans le fossé, une voiture, on meurt. Et puis en plus, je mange ma cuisine, ce qui est aussi très très dangereux. Donc, arrivé à 60 ans, ça m'a semblé être miraculeux. Donc, je ne fête jamais mes anniversaires, mais là, il fallait marquer le coup. Donc, j'ai appelé les copains. Alors, je me suis retrouvée une vieille BM dans mon coin, une 800, et c'est la même moto que j'avais en Australie en 78. Et j'avais fait un voyage magnifique, là aussi. Donc, je rachète la vieille BM, pas très cher. J'appelle les copains en province et je dis, je veux une cuite et un gâteau. Voilà. Et je suis partie sur ma moto. J'ai fait mon tour de France, c'était absolument génial. Pour une fois, je partais sans avoir besoin de regagner mon fric, parce que il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait pas de reportage, il n'y avait rien. Et puis c'était tellement génial que je l'ai écrit. Et je me suis dit, à 70 ans, je recommence. Alexandre Dumas a fait 20 ans après, ben moi je fais 10 ans après. Voilà. Et puis, 69 ans, je me suis fait exploser par une voiture en voiture. On a coupé la mienne en deux pour m'en sortir. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. Et quand j'ai cru que je pouvais peut-être reprendre une moto, j'ai une polyarthrite qui s'est mise en place et maintenant je suis foutue. Voilà. Donc, plus de moto. Et on a publié le voyage d'il y a 15 ans. C'est la chance d'avoir 75 ans et d'être né quasiment au 19e siècle, avant 68, en 44. Vous voyez, j'habite dans une petite vallée à l'est de Paris. Une grosse ferme, c'était 30 hectares. C'était une très grosse ferme. Maintenant, c'est 300 hectares. Les gars, ils ont un GPS, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour voir si éventuellement ils peuvent encore gagner 2,5 cm sur le bord de leur parcelle. C'est hallucinant, c'est devenu de l'industrie. On ne sait plus qui est la terre, c'est une chose la terre. Quand j'étais petite, je voyais des paysans à l'automne ou au printemps qui prenaient une motte de terre et qui faisaient comme ça devant leur oreille. Et la façon dont elle craquait, ils savaient presque comment elle allait se conduire, cette terre, pendant les mois qui venaient. C'était un dialogue. La seule certitude que j'ai, c'est que je vais mourir. Je monte sur une moto, je multiplie les chances parce que je suis à la merci d'une poubelle, d'un caillou, d'une flaque d'huile, d'un ivrogne. J'aurais été sur ma moto quand le gars s'est jeté dans ma voiture, il a grillé un stop et il s'est jeté dans ma voiture, mais comme un fou. J'aurais été à moto, on ne retrouvait même pas mes morceaux tellement c'était violent. Donc on sait qu'on met sa vie en jeu.
j'aurais eu des enfants ou j'aurais été indispensable à quelqu'un, je n'aurais jamais fait de moto. Et cela dit, c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur l'angoisse de mes parents, mais je voulais ma vie à moi. Donc oui, ben, on sait qu'on peut mourir, il faut le savoir. On sait aussi qu'il y a pire, on peut rester paralysé, on peut rester dépendant, on peut. Il vaut mieux faire de la couture hein, si on ne veut pas prendre de risques. Déjà, j'ai compris que j'étais citoyenne de la France, puisque tout le monde travaillait pour cotiser à la sécurité sociale et m'offrir mes traitements que je n'aurais jamais pu payer. Donc déjà, vous n'avez plus la perception de vous en tant que moi toute seule face à l'univers. Vous vous rendez compte, ou en tout cas moi je me suis rendu compte que j'appartenais à une communauté. Alors que j'ai une vie très solitaire. Je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas d'enfants, j'ai des chats à la place, j'écris, je vis seule dans ma maison, j'ai besoin de ça, vous voyez. Donc ma perception de moi, c'était moi toute seule dans mon coin, même si je suis entourée d'amis et de gens que j'adore. Et là, brusquement, je suis inscrite dans une société qui prend soin de moi. Donc ça, c'est quelque chose de très extraordinaire. Et à partir du moment où je sais que j'appartiens à un groupe, cette notion de groupe grandit. Et je me suis rendu compte que j'appartiens à l'humanité, tout bêtement, mais c'est une conscience, ce n'est pas un concept. Vous voyez, pour mon accident, j'ai été soignée à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Tous les personnels, les 9/10 des médecins viennent des contours de la Méditerranée, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'ailleurs. Donc je me retrouve vis-à-vis de gens totalement différents de moi, comme pendant mes voyages. Et en même temps, on a des échanges d'une spontanéité, d'une gentillesse. J'ai vécu à Avicenne et je continue de vivre à Avicenne puisque je suis suivie là-bas pour ma polyarthrite. Je continue à vivre ce que j'ai vécu pendant mes voyages, c'est-à-dire, tu es qui, toi? Même si on ne te le dit pas, mais il y a une espèce de curiosité. Et cette communication qui s'installe, qui est d'une parfaite spontanéité et d'une grande chaleur, c'est les racines. On se retrouve entre humains. Moi, je ne pourrais pas vivre avec eux, ils ne pourraient pas vivre avec moi, on est trop différents. Mais on a cette espèce de socle commun qui est absolument fabuleux, qui est rassurant, qui est généreux et qui est confiant. Vous savez, quand vous arrivez à 75 ans, si vous regardez ce que vous n'avez plus, les rides, les cheveux blancs, tout qui s'affaisse, vous sautez par la fenêtre. Si je regarde ce que j'ai encore, je suis encore très heureuse. Il faut retourner son regard. Vous savez, dans les chapiteaux romans des églises, vous aviez un personnage qui était pendu par un pied et la tête en bas. On l'appelle l'acrobate. Eh bien, l'acrobate vous demande de retourner votre raisonnement. C'est-à-dire, ce qui pourrait éventuellement entrer en conflit parce que c'est des contraires, si vous les additionnez, ils construisent un tout. Donc la façon dont vous lisez la réalité autour de vous, ou bien c'est prétexte à guerre, ou bien c'est prétexte à cohésion. À la douane en Afghanistan, là où il y avait tous les camionneurs qui attendaient, je passe la douane. Alors j'avais un truc qui était vraiment pratique parce que ça prend très longtemps de passer une douane. Et donc je mettais un soutien-gorge sur le dessus de ce qui était à l'intérieur du sac de voyage, vous voyez. Et quand le douanier ouvrait, j'ai dit « Oh, pardon !» et je mettais le soutien-gorge en dessous. Et comme ce sont des gens qui ont une extraordinaire pudeur, ben, ils ne m'emmerdaient pas pendant des heures à vérifier que toutes les chaussettes étaient à accord. C'était très bien. Et donc je passe la douane, je me prends un thé et un morceau de pastèque. Et il y a un type qui vient et qui jette le thé. Grand type avec... Alors je lui dis, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique que si je prends le thé avec la pastèque, le ventre va partir. Donc il me sauve la vie. Donc c'était déjà un premier truc. Et puis arrive un autre homme qui me prend par la main, qui m'emmène vers une voiture. Il y avait une femme qui était dans cette voiture, voilée, qui attendait. Elle portait un bébé dans les bras. Il a pris le bébé, il l'a mis dans mes bras. Il l'a regardé, et puis il a repris le bébé, il l'a rendu à la femme. J'ai eu le droit de porter son enfant pendant 1 minute. C'était magnifique.
Il m'a permis de toucher ce qu'il y avait de plus précieux au monde pour lui. Vous imaginez Est-ce que vous imaginez un Français faire ça pour un Marocain qui arrive, pour un Afghan qui passe? Le nombre de fois où j'étais dans des restaurants et au moment de payer, quelqu'un avait payé pour moi et était parti. Je crois qu'on a des questions à se poser chez nous. Hein.